Bister, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce nouveau Qui suis-je. Madame Bister, vous avez un parcours de femme d'affaires assez impressionnant. Vous arrivez dans l'entreprise familiale en 1991. Oui. 4 ans plus tard, vous êtes à la tête de cette entreprise. Est-ce que l'on peut dire que tout ça était écrit ? Est-ce que ça avait été programmé ? Est-ce que le choix d'études a été fait par rapport à cet avenir professionnel? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu? Oh, ma foi, je dirais oui et non. A priori, je dirais d'abord non, dans le sens où je ne tenais pas particulièrement à faire des études de sciences économiques. Je m'étais orientée vers quelque chose d'autre. Et puis mon père m'a un petit peu, on va dire, bien eu. D'accord. Dans le sens où il m'a dit, écoute, les études sciences éco, c'est quand même très dur. Il y a un tel et un tel qui ont raté. Essaye, et si ça va pas, tu feras autre chose. Et donc, j'ai commencé en première candi à l'époque. C'était pas première bac, c'était première candi. Et pas de chance, j'ai réussi en juin, en première année. Donc, j'étais embarquée, j'ai fait les 5 ans de Sciences Éco. C'est vrai qu'après, j'ai travaillé dans le conseil, dans le consulting à Paris et en Algérie, et encore à d'autres endroits. Et puis, j'ai été journaliste à l'Écho, à temps plein, où j'étais en charge de la rubrique du commerce extérieur et une partie des commentaires boursiers en télévision, un journal de 13 heures. Et puis, je veux dire, au fil des années, je suis restée journaliste indépendante. D'ailleurs, les 4 années où j'ai commencé avec mon père, c'était à mi-temps, pour pouvoir continuer à mi-temps de journaliste indépendant, freelance. Et oui, c'était écrit dans la mesure où j'ai toujours adoré l'entreprise. C'était mon terrain de jeu quand j'étais petite. J'ai travaillé comme étudiante en production aux machines toute mon adolescence, donc dans ce sens-là, oui, c'était écrit. Maintenant, c'était pas écrit dans le sens où je suis la petite fille du fondateur et la plus jeune aussi de la 3e génération. Donc, tous les descendants de mon grand-père avaient la même prétention possible à proposer quelque chose. Il s'est juste fait que fin des années 80, aussi bien Henri Mesdac, patron de la chaîne Mesdac, qui à l'époque était président de la Fédération belge de la franchise et que j'ai interviewé comme journaliste spécialisé en franchise. Donc, la franchise, c'est les indépendants sous enseigne. Comme à l'époque, il y avait Unique et Noprix, par exemple, pour citer des marques qui n'existent plus. Et bon, il m'a dit, écoutez, votre papa, il commence tout doucement à se faire un petit peu vieux, il va avoir 65 ans. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait envisager d'aller un petit peu voir ce qu'il fait là-bas ? Et mes amis consultants à Paris m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, écoute, nous, on ne te conseille pas de reprendre parce que vraiment, tu vas être le petit poucet de la moutarde dans un marché de géants et de multinationales. Oui. Mais si un jour tu veux reprendre, il faut y aller pas trop tard parce que voilà, ton père a 65 ans et le temps de faire la reprise, etc., ça nous amènera, ce qui a été le cas aux 70 ans de ton père. Et Madame Bister, femme d'affaires, PDG, entourée d'hommes, ce n'est pas trop difficile, professionnellement parlant? Vous êtes quelqu'un de battant Jamais remarqué que ça puisse être un problème. Non. D'accord. Ça ne m'a jamais posé de problème et c'est vrai que c'est peut-être encore plus frappant dans le lobby que je fais puisque je défends beaucoup la cause des PME à la FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, et maintenant aussi à l'Union wallonne des entreprises, au sein de ma propre fédération, donc l'industrie alimentaire belge, les fabricants de nourriture en Belgique. Là, je suis encore peut-être plus souvent une des seules femmes dans les lobbies, où vraiment on est encore beaucoup moins nombreux dans les lobbies que finalement dans la production. Okay. Et puis je crois que ça se passe beaucoup dans la tête de la femme. Je n'ai jamais perçu de différence, je ne me suis jamais considérée au boulot comme une femme, ce qui ne m'empêche pas de rester féminine. J'ai jamais voulu me mettre dans les stéréotypes de la femme qui s'habille en homme pour penser que ça va mieux fonctionner. Oui, non, c'est pas du tout mon style. Je ne joue pas non plus de mon charme féminin pour obtenir quelque chose. Je dis simplement, j'essaye d'être professionnelle et d'avoir les bonnes compétences et de bien m'entourer. Donc, personnellement, ça m'a jamais posé de problème, mais j'ai eu depuis presque 30 ans que je travaille, très peu de remarques ou de réactions à ça. Oui, il y en a eu quelques-unes, mais c'est vraiment très faible.
Donc ça s'est très bien passé, c'est le principal. Et cette vie professionnelle très chargée, est-ce compatible avec une vie de famille? Oh, tout à fait, oui. Mais c'est vrai que j'ai une vie assez chargée. J'ai 2 filles tout à fait adorables qui sont toutes les 2 à l'université de Namur pour le moment, une en sciences éco et l'autre en pharmacie. Et ma foi, elles sont bien dans leur peau, rigolotes et sympathiques et assez douées. Donc je pense que ça se passe bien. Il y a eu un divorce au milieu de tout ça, mais je pense que c'était pas lié du tout à l'activité professionnelle. C'était plutôt une certaine lassitude du couple ou je ne sais pas quoi. Et on est resté, mon ex-mari et moi, un vrai couple parental pour élever nos enfants. Donc je pense que ça n'a pas posé du tout de soucis à ce niveau-là. Vous êtes également à l'origine d'ASBL qui organise des visites d'entreprise, si j'ai bien compris. Alors j'ai créé l'ASBL Tourisme et Tradition en 2001. Pourquoi ? Parce que fin des années 90, quand j'avais repris depuis quelques années la direction de Bister, j'avais relancé les visites d'entreprise. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de faire notre publicité quand on n'a pas les finances pour passer à la télé ou à la radio. Et on s'était rendu compte que les gens aimaient vraiment bien découvrir la boîte noire qu'est l'industrie alimentaire. Comment sont fabriqués les produits qui sont sur ma table? Est-ce que c'est vraiment fait là? Il y a toute une méfiance autour de ça. Et donc les visites ont eu très vite beaucoup de succès, donc j'ai dû prendre quelqu'un qui s'en occupait en partie. Et je me suis rendu compte que chaque fois qu'un groupe partait content de sa visite, il nous disait « mais vous n'avez pas l'idée d'autres entreprises de la région qu'on pourrait visiter aussi ?» Ah d'accord. Et c'est de là qu'est venue l'idée, en 98, 99. Et puis en 2001, on fêtait beaucoup de choses en 2001. On fêtait les 75 ans de l'entreprise. Et on fêtait pour moi, je vais dire, les 10 premières années de mon travail dans l'entreprise, mais aussi une certaine forme de succès. C'est-à-dire qu'on avait les moyens financiers, enfin, de fêter ça, de faire une grande soirée pour les clients et les fournisseurs, de faire une porte ouverte au grand public. On a eu 5 à 6 000 personnes en 2001, c'était énorme. Et on s'est dit aussi, dans la foulée, tiens, si on créait vraiment une association qui non seulement organise les visites de Bister, mais surtout aussi fait visiter d'autres entreprises de la région, fait découvrir les produits, je veux dire, du Grand Namur, parce qu'on va même un peu au-delà de la province. Et ça a très bien fonctionné, en fait. Et là, ma grande surprise, ma sœur aînée a demandé à me rejoindre, et elle a géré cette ASBL avec moi pendant 5 à 6 ans. Et on avait même un tiers de visiteurs néerlandophones déjà à l'époque. On avait 5 à 6 000 visiteurs. Ici à Achen, on en a 7 à 8 000, toujours un tiers de néerlandophones. Et voilà d'où est venue l'idée. Et maintenant, on a environ 30 partenaires, donc plus de 30 entreprises qu'on fait visiter régulièrement. Madame Bister, si l'on avait une baguette magique qui nous permettait de retourner il y a une vingtaine d'années, est-ce que vous voudriez que votre vie soit exactement la même? Qu'est-ce que vous auriez envie de changer? Ah, la célèbre baguette magique. Ben oui, ça c'est très utilisé dans tous les coachings. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Enfin, dans le coaching, on utilise plutôt la baguette magique pour le futur. Je crois que je ne changerai pas grand-chose. J'ai eu une chouette vie, je me suis bien plu. C'est vrai que je me suis souvent sentie un peu seule à la tête de l'entreprise, mais à contrario, il n'y avait pas grand monde pour m'empêcher d'avancer quand je voulais avancer. Donc ça, c'est très bien aussi. Pendant de très, très, très nombreuses années, j'ai eu des appuis familiaux, puisque l'actionnariat est toujours familial, c'est toujours les descendants de mon grand-père. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un petit couac, parce que c'est inévitable dans les affaires de famille, mais dans l'ensemble, j'ai été bien soutenue, j'ai pu faire des chouettes trucs. C'est vrai que qu'est-ce que je ne referai pas? J'essaye d'éviter de faire 2 gros projets en même temps. Par exemple, on a décidé d'acheter un terrain et de construire Bister France au sud de Troyes en Champagne, en même temps qu'on lançait une grosse informatisation de la production, donc encoder tous les articles, etc. Et ça, franchement, 2 gros projets comme ça, c'était 2 opportunités. On n'avait pas trop le choix des dates. Mais il n'empêche que si c'était à refaire, j'essaye d'éviter ça maintenant. C'était vraiment une leçon, c'était trop lourd. Moi, j'étais pas pour, mais c'est mes collaborateurs qui m'ont convaincu de se lancer en disant « mais non, on va y arriver, on va faire des heures sup, on va travailler les week-ends, il n'y a pas de souci », ce qu'ils ont fait. Mais après, ils étaient épuisés. Donc, c'est pas une bonne solution, même quand c'est les collaborateurs qui vous poussent. Parfois, il faut pouvoir ne fût-ce que séquencer et lancer à l'entreprise, la construction de l'entreprise, et puis 6 mois après, démarrer l'encodage, mais pas les 2 ensemble. Ça, c'est une leçon que j'ai tirée. Non, j'ai pu
devenir moi-même au fil des ans. C'est vrai que un divorce, c'est jamais sympa, on n'aime pas ça. Sûr. Mais je crois qu'avec l'espérance de vie qu'on a aujourd'hui et les vies qu'on mène, le fait que dans l'amour toujours, le problème ne soit pas l'amour, mais le toujours, c'est une donnée qu'il faut intégrer, c'est plutôt un changement de société. Donc moi, je me suis beaucoup reconstruite aussi autour de ça et ça m'a permis de devenir beaucoup moi-même aussi et d'essayer de le rester. Si vous aviez un message à adresser à nos web surfeurs, quel serait-il pour compléter cet entretien, pour une anecdote, un souhait? Mais mon plus grand souhait, je pense que c'est que les Wallons se rendent compte qu'on n'a certainement rien de moins que nos voisins, proches ou lointains. On est toujours dans cette espèce d'impression, enfin pas mal de Wallons sont dans cette impression que ça ne va pas, alors qu'objectivement on est un des pays les plus riches du monde, qu'il n'y a rien qui va aller, que demain est sombre, et on a malheureusement beaucoup de médias qui se complaisent dans le « good news is no news », ce qui, par temps de crise, pour moi, est aberrant, parce qu'on accueille plus volontiers une bonne nouvelle actuellement qu'il y a 30 ans, quand beaucoup de choses allaient mieux. Et là, je pense que c'est à chacun de construire sa vie, c'est à chacun de construire le monde autour de lui. Personne ne va révolutionner le monde. Je vais dire, même à la tête d'une grande puissance, on ne peut pas faire changer le monde tout seul, mais on peut tous faire changer le monde autour de nous, en famille, au boulot, avec les amis. Et donc, commençons par changer le monde dans le sens où on a envie qu'il aille autour de nous.